Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine et je vous partage des histoires ordinaires de femmes extra. Ces dernières années, j'ai écouté de nombreuses heures de podcasts sur la maternité. Mais j'ai rarement entendu la voix de mères qui me ressemblent. Ces mères que je croise à la crèche, avec un autre enfant dans les bras, qui font les courses entre deux réunions, qui ont toujours une to-do list en tête et qui prennent leur douche la porte ouverte. La Limerté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment, entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Plongez avec moi dans ces histoires de Limerté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial que je vous propose parce que je n'ai pas d'invité. Je suis toute seule à mon micro. C'est un épisode que je veux faire depuis longtemps et je n'ai pas eu de personne me contactant pour parler de ce sujet. Donc j'ai décidé de le faire moi-même. Comme ça me permet aussi de vous partager un bout de mon histoire et surtout de vous partager mes lectures et mes écoutes sur ce sujet, le sujet que je vais vous partager, pour que ça puisse aider celles qui le vivent et participer à briser le tabou, puisque aujourd'hui, je vais vous parler de regret maternel. Donc cet épisode, je l'enregistre là sans vraiment de préparation. Donc j'espère que ce sera audible. J'ai juste quelques passages d'un livre dont je vais vous parler, que je veux vous lire à un moment donné. Je sais pas encore quand, mais je pense que ça viendra. Mais voilà, c'est un épisode qui est pas particulièrement préparé. J'ai envie de le faire de manière spontanée et donc je vais voilà, vous raconter un bout de mon histoire comme ça vient et vous parler de regret maternel. Parce que c'est malheureusement un sujet encore très tabou, qu'on confond souvent avec le manque d'amour pour ses enfants. Or, ça n'a absolument rien à voir. Et on a encore du mal aujourd'hui à accepter que les mères puissent regretter d'être mères. Donc c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais revenir sur un peu un bout de mon histoire pour vous expliquer pourquoi j'en suis venue à m'intéresser à ce sujet du regret maternel. J'ai donc deux filles qui ont 2 ans d'écart. Ces deux bébés étaient voulus et on souhaitait aussi qu'elles soient rapprochées. Clairement, c'est un pari sur l'avenir, hein, vu une fatigue que ça engendre d'avoir 2 enfants avec 2 ans d'écart. Bref, et donc mon premier postpartum a été assez tumultueux. J'étais très fatiguée. J'ai repris le boulot à 2 mois et demi post-accouchement, donc un congé maternité classique, puisqu'à l'époque j'avais un job salarié. J'ai repris à 50% pendant un mois et ensuite à 80%. Avec du recul, aujourd'hui, je pense que quelque part, ça m'arrangeait bien, en fait, d'avoir cette fin de congé maternité et d'avoir, en fait, une bonne raison de faire garder ma fille. Alors, ça n'empêche que les premiers jours, quand je l'ai laissée chez la nounou, j'en pleurais. Mais je me suis aussi rapidement rendu compte que aller au boulot, c'était aussi me reposer, finalement. Même si j'avais un boulot un peu stressant et que j'aimais pas particulièrement, ça me faisait vraiment des pauses de charge mentale dans ma journée, quoi. Le job que je faisais à l'époque m'intéressait pas plus que ça, déjà avant d'être mère, mais en devenant maman, clairement mes priorités ont changé. Et donc ma fille est née en fin août, j'ai repris le boulot en novembre, et en mars 2022, j'ai été arrêtée pour burn-out. Euh, Officiellement, burn-out professionnel, moi je crois que c'était un peu un burn-out, moi je dirais plutôt un burn-out parental. De tout qui part à volo, quoi. Je savais plus, en fait, qui j'étais, ce que je faisais, où j'habitais. Voilà, c'était trop, donc j'ai été arrêtée quelques semaines. C'est aussi une période où je commençais déjà à me questionner beaucoup sur pourquoi je faisais ce boulot, en sachant que c'est pas du tout ce que je voulais faire de ma vie, et en sachant que, en fait, je me rendais compte à quel point ça me convenait pas du tout de partir le matin en ayant vu ma fille, allez, une demi-heure, de revenir le soir en me speedant vite, pour essayer d'arriver avant qu'elle soit au bain, puis coucher. Et en fait, de me dire, je passe mes journées à faire un truc que j'aime pas et que je vois pas ma fille. En gros, enfin, mes journées sont pourries, quoi. Et donc, j'avais déjà commencé un peu cette réflexion. J'avais décidé de suivre un coaching pour avancer ma réflexion un peu plus rapidement et trouver quoi faire. Et donc, ce burn-out a eu lieu, j'avais déjà commencé le coaching depuis un mois. Euh, donc j'ai eu cette pause, j'ai continué le coaching, c'est là qu'est venue l'idée
de me lancer dans l'aventure de doula. Donc, et pour moi, ça voulait dire, je vais quitter mon job pour me dédier 100% à la formation et ensuite à mon activité. Je sais pas faire les choses à moitié, donc je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Euh, donc c'est ce que je fais, ça commence à aller mieux, ma fille grandit aussi, dort plus, donc je suis plus reposée, donc je me dis bon bah chouette, tout roule, tout va bien quoi. Je commence ma formation en septembre et on commence à parler d'avoir un deuxième enfant, de se dire que quitte à être encore dans les couches et les biberons, autant lancer le deuxième bébé. Et puis bah ce bébé arrive super vite puisque je tombe enceinte en décembre. J'étais super contente. J'aborde cette grossesse complètement différemment puisque ben là je suis en formation de doula en plus, donc je suis entourée de femmes qui protègent la naissance vraiment avec plein d'amour et plein de douceur. Je comprends plein de choses. Euh, Moi, je suis vraiment très sereine sur cette grossesse puis cet accouchement et le début de ce postpartum. Je vais vous passer les détails de l'accouchement et tout. Et donc ma fille naît fin septembre 2023. Et les premières semaines de postpartum sont assez douces. Je suis évidemment très fatiguée, mais voilà, je sais que je dois rester allongée un max, que être collée à son bébé c'est normal. Et donc je passe beaucoup de temps en portage. Je fais beaucoup de siestes avec mon bébé. Ma première fille est gardée par la nounou la journée, donc j'ai aussi ce temps pour apprivoiser ce nouveau bébé, etc. J'aime bien ces moments collés, tout va bien. Et puis donc à l'arrivée fin septembre. Octobre, novembre se passe, je me souviens dire à ma sage-femme, oh ça va, franchement, c'est un peu dur, mais je crois que ça va, je m'en sors. Et on avait le projet de déménager, on allait déménager fin décembre. Et j'ai un souvenir, donc on déménageait dans un petit village. On avait demandé une place en crèche pour ma grande, pour 6 mois, du coup, le temps qu'elle aille à l'école. Et la crèche nous appelle, c'était en octobre, donc ma deuxième fille avait à peine un mois. Nous appelle pour dire, on a eu votre demande de crèche. On a une place, mais seulement 3 jours par semaine. Est-ce que vous la voulez? Donc nous, tout de suite, on dit oui, bien sûr, 3 jours, on prend et c'est bon, je la garderai les 2 autres jours. Et puis, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça me sort, je dis au téléphone, et par hasard, est-ce que vous auriez une place pour un bébé, en fait, en janvier, qui aura 4 mois? Et donc, elle me dit, bah oui, on a une place, mais que 2 jours par semaine, et c'est la dernière place. Donc, si vous la voulez, il faut nous le dire aujourd'hui. Je dis, ok, ok, très bien, bon, bah oui, oui, d'accord. Je réfléchis, et puis je raccroche, et je raconte ça à mon conjoint qui était dans le salon à côté, et qui me dit, bah bien sûr, faut prendre cette place et tout. Et je me souviens être vraiment tiraillée de me dire, mais j'avais dit que je garderais le bébé super longtemps avec moi, au moins 1 an, que comme ça j'aurai un allaitement long. Et j'adore être collée à elle, et puis je pourrais lancer mon activité avec elle en portage, et ce sera facile, et je vais tout gérer et tout. Et lui, je me souviens de mon conjoint qui insiste, qui dit, non, non, mais 2 jours par semaine. Enfin, ça va être très bien, tu auras 2 jours sans enfant, quoi. Et donc je finis par dire, bon, bah ok, ok. Et en fait, sur le coup, je me souviens être un peu dans l'ambivalence de me dire, à la fois c'est chouette parce que je sais déjà que donc 3 mois en gros, j'aurai 2 jours par semaine sans enfant. Et à la fois déjà vague de culpabilité de me dire, mon bébé il a même pas un mois et je suis déjà en train de penser à quand je serai pas avec ce bébé, quoi. Mais bon, j'ai ce truc qui se passe et puis le temps avance et donc j'allaite ma fille, ça se passe globalement bien, sauf qu'elle t'aide vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on arrive en décembre et je me dis, bon, bah, elle va aller à la crèche 2 jours par semaine, ce serait pas mal qu'elle commence à boire mon lait autrement qu'au sein. Et donc, j'essaie de la passer au biberon et c'est impossible. Elle veut pas, elle refuse tout. On voit qu'elle y arrive pas. Le biberon, la pipette, le verre, tout ce qu'on veut, on n'y arrive pas. Et en fait, ça devient hyper dur pour moi parce que bah, je me rends compte qu'elle est ultra dépendante. Et j'ai vraiment, enfin évidemment, je vais vous dire, bah évidemment c'est un bébé. Oui, c'est un bébé, mais en fait j'avais vraiment ce truc de, c'est trop là. En fait là, j'ai décidé que je voulais plus allaiter, en tout cas plus tout le temps. Et elle me laisse pas faire en fait. Et ça, je me souviens que cette fin d'allaitement, enfin, ce passage, ça a été vraiment hyper dur au point où vraiment j'ai eu la crèche au téléphone fin décembre. C'était juste avant les vacances de Noël. Je leur dis comment on fait si mon bébé prend pas de lait autrement qu'à mon sein, en fait. Et la responsable de crèche me dit, ben, peut-être on peut décaler son entrée en crèche pendant qu'elle prenne. Oh, et là, mais je me souviens mon monde qui s'écroule en me disant, mais non, 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 c'était pas le plan du tout. Et bon, finalement, les premières semaines de crèche, ben, j'allais à la crèche pour l'allaiter. Et je me souviens que c'était vraiment, vraiment hyper dur.
Et je me souviens me dire, mais en fait, j'en peux plus d'avoir mon bébé sur moi. Je veux plus qu'on me touche. Je veux plus. Il y a trop de contact, en fait. C'était vraiment, mais ouais, vraiment trop. Et donc, à partir de janvier, j'ai eu ces 2 jours par semaine où j'avais pas d'enfant. Et donc, je me suis mise en tête que j'allais faire plein de trucs. Grave erreur, j'aurais dû juste me reposer. Euh, et en fait, je me rends compte rapidement que je suis super contente d'avoir ces 2 jours sans enfant. Et que ces 2 jours avec mes 2 filles, plus une journée avec que la petite, sont super compliqués à vivre pour moi. Je regarde l'heure tout le temps, je me demande comment je vais les occuper, je me demande ce que je vais faire. J'ai l'impression de pas pouvoir respirer. J'ai aucune patience, j'ai pas envie d'être là. C'est vraiment super dur. Euh, et à ça s'empile le fait qu'évidemment je culpabilise de ressentir tout ça en me disant mais j'ai voulu ce deuxième enfant, je l'aime de tout mon cœur, mais en fait j'en peux plus. Mais je l'aime très fort, mais je suis vraiment une mère horrible de penser ça. Et donc je me sens que vraiment cette période est super difficile. Euh, Certaines personnes dans mon entourage, plus après ma sage-femme, mettent le mot dépression sur ce que je vis. Et donc d'entendre ce mot dépression, c'est comme si ça avait un peu percé la bulle de dire, waouh, ok, en fait, je suis pas juste folle, déjà. Et donc, en plus, enfin, je veux dire, j'étais formée à ça, donc je savais, mais d'entendre ce mot-là, je me suis dit, ok, en fait, il faut en parler, parce que c'est super dur à vivre. Je suis sûre que je suis pas la seule à le vivre. Et en fait, j'en sortirai pas toute seule. Donc ça a été assez ok pour moi d'en parler, d'être accompagnée. J'ai aucun mal à dire que encore aujourd'hui, hein, je suis par une psy et que c'est génial. On en a parlé à nos amis hyper abruptement quand on me demandait comment j'allais. Bah franchement, ça va pas, je suis en dépression. Voilà, c'est dit. Mais même si c'était ok pour moi d'en parler, je trouvais ça vraiment super dur de dire comment je vis avec ce truc de j'ai pas envie d'être là et pourtant j'aime mes enfants, mais j'ai pas envie d'être là. J'en étais arrivée au point, c'est arrivé plusieurs fois en pleine nuit de regarder les billets d'avion pour partir, en fait. De me dire, OK, là, j'ai envie de partir de cette maison. Et ça n'avait aucun lien avec l'amour que je portais à mes enfants et à mon conjoint. Encore une fois, j'avais pas de doute sur l'amour, c'était juste, j'arrive plus à être là, je peux pas être là, quoi. Comment on fait, en fait? Comment on fait pour être à la maison, aimer ses enfants, ne pas subir de la pression dans tous les sens? Voilà, c'était vraiment, vraiment trop dur. Et puis, donc, je suis accompagnée, mes filles grandissent. Je mets fin à l'allaitement, ce qui déjà je me rends compte que ça me soulage parce qu'en fait, je me rends compte que c'était trop difficile. Et puis, je tombe sur un compte Instagram où la maman explique que ses enfants ont 3 et 5 ans, donc le même écart d'âge que les miennes, mais juste plus grand. Et que ça y est, elle commence à aimer être maman. Et là, je me dis, waouh, mais alors je suis pas la seule à pas aimer être mère, en fait. Et ça a vraiment fait, mais ça, ça a allumé une lumière vraiment dans mon cerveau de me dire, oh, mais en fait, c'est ça. En fait, j'adore mes enfants, mais je déteste être mère. Bon, après, du coup, c'est suivi le truc des, ouais, mais est-ce qu'on peut vraiment dire ça? Et qu'est-ce que ça veut dire de pas aimer être mère? Et qu'est-ce que j'aime pas dans le fait d'être mère, etc. Donc, je commence à échanger avec elle. Et en fait, elle me dit très vite, elle me partage un autre compte en me disant, je pense que ce que cette fille écrit va peut-être te parler. Et elle me partage un compte qui s'appelle Le Regret Maternel, qui est un compte Instagram tenu par une femme qui s'appelle Astrid Huro de Ligny. Je vous mettrai le lien. Je regarde quelques posts, je vois que ça me parle, ce qu'elle dit. Je vois surtout qu'elle a écrit un bouquin qui s'appelle Le Regret Maternel. Donc, ni une ni deux, je l'achète, je le reçois et je le lis d'une traite. Euh, Ce livre, vraiment, ça a été une révélation pour moi et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première chose, c'est que en lisant son livre, il y a plein de trucs où je me suis dit, OK, je suis pas la seule à vivre une ambivalence énorme entre j'adore mes enfants, mais j'ai envie d'être toute seule. Entre j'ai envie d'être une mère géniale, à passer plein de temps avec eux, mais là, en fait, j'ai surtout envie d'être toute seule. Entre et si j'avais pas d'enfants, qu'est-ce que je ferais là tout de suite? Ah ouais, mais c'est trop cool, j'ai mes enfants, je peux jouer avec eux. À me dire que oh là là, mon bébé il grandit, mais c'est encore mon tout petit bébé. Ah ouais, mais je suis trop contente qu'elle aille à l'école en fait, parce que du coup, 4 jours par semaine, elle est occupée quoi. Toutes ces ambivalences-là, euh, bah, de me dire que je suis pas la seule en fait à les vivre, déjà, ça m'a un peu soulagée de me dire, encore une fois, je suis pas folle quoi. Je suis pas aussi toute seule à penser que parfois, j'ai envie d'être partout, sauf chez moi avec mes enfants. Dans le livre, hein, elle écrit que, bah ouais, elle a envie de quitter le domicile, en fait. Je suis aussi pas la seule à culpabiliser de ressentir tout ça. Parce que, j'en parlerai un peu après, mais c'est malheureusement, enfin, heureusement plutôt, c'est un sentiment
qu'on choisit pas, le regret maternel. Et donc souvent on culpabilise en plus de le ressentir. Voilà, double peine. Je suis aussi pas la seule à espérer avoir un job salarié pour me reposer, parce que évidemment, être à son compte, c'est génial, ça offre plein de liberté sur son organisation, sur faire ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer et tout. Mais purée, c'est une énorme charge mentale aussi en fait. Et ça demande une discipline de dingue pour, ben ouais, justement, et pas être celle qui prend en charge toute la maison. Parce qu'en fait, on a vite fait de se dire non, mais en fait, je suis à la maison, donc pour travailler. Mais bon, bah du coup, peut-être que je peux lancer une machine, étendre la machine, et lancer la vaisselle, et aller faire les courses et préparer le dîner. Ouais, bah du coup, t'es 2 heures, il y a 2 heures de ta journée de travail que t'as consacré à ta maison. Si t'avais été au bureau, tu l'aurais pas fait. Et je suis pas la seule à me demander quelle serait ma vie si j'avais pas d'enfant. Et ça, je trouve que je l'ai vraiment. C'est une réflexion que je me suis faite vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup cet été. Parce que bah j'ai la chance d'avoir des frères et sœurs et d'avoir des parents qui ont une maison très ouverte pour qu'on soit tous là et qu'on se retrouve tous ensemble. Et c'est souvent des moments super chouettes, mais aussi assez difficiles pour moi en tant que mère, puisque sur 5 frères et sœurs, on est 2 à avoir des enfants. Et donc, bah, arrive toujours un moment des vacances où on est complètement en décalé, en fait. Parce que quand on a des enfants en vacances, bah, il y a forcément un peu un rythme qu'on garde. On a forcément des nuits un peu pourries, donc se coucher à 1 heure du mat en ayant un peu picolé, bah, on n'a pas hyper envie, parce qu'en fait, on sait qu'à 6h30, on est réveillé et qu'on pourra pas comater toute la journée. Et on sait aussi que, ben, ouais, en fait, à 14h, on aimerait bien avoir déjeuné, parce que la sieste, elle va être terminée et qu'on va devoir réenchaîner sur son job de parent. Et donc, il y a beaucoup de fois cet été où je me suis, en voyant mes frères et sœurs chill en vacances, me dire, mais purée, qu'est-ce que j'envie leur vie, en fait? Qu'est-ce que j'aimerais ne pas avoir d'enfants maintenant? Et derrière, encore une fois, la culpabilité de dire, ah, mais j'aime trop mes enfants, mais oui, mais en fait, là, j'en veux pas, quoi. Au fil de la lecture de ce bouquin, j'ai compris aussi un truc hyper important, c'est qu'en fait, j'aime être mère. Ça veut dire que pour moi, j'aime jouer avec mes filles, j'aime les câliner, j'aime partager ces moments de rire, j'aime m'occuper d'elles, j'aime me dire que je leur transmets des valeurs qui sont importantes pour moi. J'aime les voir grandir, les voir pleines d'humour et faire des blagues et tout. Vraiment, je sais que je passe vraiment des super moments avec elles et je sais que je regrette pas qu'elles soient là. En fait, ce livre, ça m'a permis de mettre en lumière que la claque que je me suis prise, c'est plus le décalage entre ce que j'avais imaginé et ce que je suis réellement. Entre ce que j'avais idéalisé, donc par exemple que ce deuxième allaitement il serait long, que je garderais ma fille longtemps, que j'adorerais passer mes journées avec les 2 filles à faire des choses à la maison, à aller se promener et tout. Et en fait, pas du tout. En fait, je déteste être mère au foyer. J'ai besoin de temps toute seule plusieurs fois dans la journée. Ça m'arrive hyper souvent d'avoir la flemme de jouer avec elle. Et en fait, sauf que ça, je le savais vraiment inconsciemment, mais j'avais jamais mis des mots dessus. Et surtout, quand j'ai commencé à en prendre conscience, je me suis dit, mais je suis tarée, en fait. Enfin, en fait, quelle mauvaise mère je suis de penser ça, quoi. Et grâce à ce livre, j'ai compris que mon problème, donc, c'était pas d'être mère. Mon problème, c'était l'image que la société renvoie des mères et toutes les injonctions que j'avais intégrées. Et vraiment, ce truc de dire, en fait, si on écoute la société, pour être une femme accomplie, il faut être mère. Et une fois que t'es mère, t'as pas le droit de te plaindre parce que t'as choisi d'être mère. Donc, tu dois être épanouie, tu dois être une mère disponible pour tes enfants, avoir une éducation positive, bienveillante, machin, machin. Euh, Sauf que, purée, si t'es mère au foyer, ça veut dire que t'en fous pas une. Donc, s'il te plaît, tu vas prendre un job hyper prenant et aimer ton boulot. Et en même temps, tu vas bien tenir ta maison. Tu vas être une épouse disponible, etc. Et en fait, c'est plein d'injonctions dont je pensais ne pas du tout... enfin, avec lesquels je pensais pas du tout être concernée, mais en fait, clairement que si. Et c'est vraiment ça, en fait, que je me suis pris en pleine tête de dire, ouais, en fait, je pensais que j'avais fait mes propres choix et je me rends compte qu'il y a des choix que j'ai faits qui sont en fait des trucs que j'avais intégrés dans mes cellules sans jamais questionner. Et je vais vous lire un passage du livre que j'ai surligné vraiment, qui m'a vraiment marqué et qui résume un peu tout ça. Astrid, dans son livre, dit, en devenant mère, je voulais être la meilleure mère possible pour mon enfant. Une première invention à moi-même, provoquée par la société, et qui a entraîné beaucoup de questionnements et de remises en question. Combien de fois ai-je douté, me demandant si j'étais une bonne mère?
parce que je vis avec cette culpabilité permanente de ne pas être la mère que j'aurais aimé être. Mais qu'est-ce qu'une bonne mère? Nous vivons dans une société qui attend des mères que nous soyons parfaites, que nous aimions ce rôle plus que tout, et surtout que nous taisions les petits désagréments qui surviennent avec la maternité, qui nous rabâchent qu'avoir un enfant est la chose la plus merveilleuse du monde. Alors de quoi nous plaignons-nous? Et qu'est-ce qui découle de ces injonctions? Cette pression que l'on finit par se mettre sur les épaules et qui nous fait flancher dès que nous faisons un pas de travers, dès que nous haussons le ton envers notre enfant. Je trouve que ça résume vraiment un truc fort, quoi, de dire la société demande aux mères d'être épanouies, mais en fait, comment font les mères qui ne le sont pas, en fait? À quel endroit une mère qui est en galère peut dire haut et fort, à l'aide? À l'aide, je suis en galère. À l'aide, je sais pas ce que je fous là. À l'aide, je sais pas comment on s'occupe d'un enfant. Je crois que j'aime pas m'occuper des enfants. Comment on fait, en fait? Qui a un mode d'emploi? Personne. Et il y a aucun espace, à part dans un cabinet bien privé de psychologue ou de sage-femme, où on peut dire ça. Et ce livre, je trouve que c'est vraiment une révélation de dire, purée, mais cette femme, elle a eu le courage de mettre des mots sur ce que vivent beaucoup de mères et de le publier. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'elle explique je crois que c'est dans l'intro du livre, qu'elle avait hésité à mettre un pseudonyme, à ne pas signer son livre. Parce que elle partage beaucoup de son histoire et qu'elle avait peur de blesser un peu des gens autour et de se dévoiler comme ça. Et finalement, parce que le but, c'est justement de lever le tabou, elle a décidé de mettre son vrai prénom et son nom. Et je trouve que c'est super fort et je suis vraiment ravie qu'elle l'ait fait. Je crois que c'est ce qui me permet aussi aujourd'hui d'enregistrer cet épisode à cœur ouvert. Parce qu'il faut en parler en fait, parce qu'il y a plein de mères qui galèrent en fait. Et j'insiste vraiment, j'ai trouvé qu'Astrid le répétait presque trop dans son livre, mais en même temps je comprends. Le regret maternel, ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on porte aux enfants. C'est vraiment, elle le dit vraiment, on ne regrette pas d'avoir des enfants, on regrette le rôle qui va avec le fait d'avoir des enfants. Et c'est d'autant plus difficile que, en fait, c'est vraiment un cercle vicieux parce que on aime ses enfants, mais on regrette le rôle qui va avec. Et souvent, ce regret s'accompagne de culpabilité puisqu'on aime ses enfants et qu'on n'a pas choisi de pas aimer ce rôle. Et donc, on culpabilise de pas aimer ce rôle et donc, on essaie de faire encore mieux pour contrebalancer et pour surtout que ça se ressente pas, en fait. Et du coup, on se met une pression encore plus grosse. Et donc, chaque échec, entre guillemets, est encore plus dur à avaler. Et donc, on déteste encore plus ce rôle, etc., etc., etc. Quand j'étais vraiment au fin fond de mon trou noir de dépression, je me souviens vraiment d'une séance avec ma psy où je lui ai dit, en fait, je me reconnais plus. J'arrive plus à me regarder dans un miroir. J'ai l'impression d'être l'ombre de moi-même. En fait, j'ai éteint le feu qu'il y avait à l'intérieur. Il y a plus d'étincelle, il y a plus rien. D'ailleurs, ça me met les larmes aux yeux de le redire, mais... Et je me souviens lui dire, en fait, à quoi bon ça sert de vivre si c'est pour vivre en étant une ombre sans lumière, sans rien, quoi. S'en est suivi un long blanc où j'ai beaucoup pleuré. Et elle m'a répondu, quand on est parent, on dit souvent qu'on est prêt à mourir pour nos enfants. Mais est-ce qu'il vaudrait pas plutôt être prêt à vivre pour eux? Parce qu'en réalité, c'est ça qui est difficile. Et cette phrase, est-ce qu'on n'est pas plutôt prêt à vivre pour ses enfants? J'y ai beaucoup repensé. Ça m'a, je pense, franchement sauvée de me dire, mais évidemment, en fait. En fait, je les aime tellement fort que mourir pour elles, ça sert à rien. Par contre, me sortir de ce trou tout pourri et avancer pour être là pour elles et justement pour les accompagner sur ce chemin pour qu'elles puissent faire les choix qu'elles veulent, c'est ça qui est dur, mais c'est ça qui est important, en fait. Alors évidemment, ça ouvre la voie à beaucoup de questionnements existentiels, et je nage en plein dedans pour l'instant, mais je trouve que c'est vraiment, ouais, vraiment ça qui est en fait que les mères ont besoin d'entendre aussi, en fait, que c'est ok de pas vouloir être là, que ce qui est dur justement, c'est de pouvoir vivre pour ses enfants et de vivre comme on l'entend, pas vivre en étant une ombre, pas vivre en étant en pilote automatique tout le temps, toute la journée. Ça arrive hein, évidemment, mais pas tout le temps. Et dans le livre, il y a un deuxième passage que j'ai surligné qui vraiment, c'est simple, hein, je l'ai surligné, j'ai mis des cœurs à côté, j'ai mis un post-it, enfin voilà, je l'ai relu 15 fois. Elle dit, depuis que je suis mère, j'ai l'impression de ne plus être la même personne qu'avant. Et je n'aime pas trop la personne que je suis devenue.
Comme si un nuage gris se trouvait au-dessus de moi et ne me quittait jamais. Comme si j'appartenais à un autre monde, que je n'étais plus chez moi. Comme si une flamme s'était éteinte en moi. Je vis ma vie, je m'occupe de mes enfants, mais de façon mécanique. Comme si la maternité m'avait enlevé ma joie de vivre. Il y a des moments où je me demande vraiment si je suis heureuse. Quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, ok, elle a résumé toutes mes dernières séances de psy, en fait. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, je l'ai apporté à ma psy pour lui dire, voilà ce que je vis, en fait, et lui mettre ça. Et donc, ce livre, en fait, euh, je trouve qu'il ouvre vraiment une voie et il a besoin, mais d'être diffusé parce que oui, oui, il est dur à lire. Je pense aussi que c'est très dur pour l'entourage et pour ceux qui ne vivent pas ça, de comprendre comment on peut vivre ça. De comprendre, mais attends, t'as voulu des enfants, en plus t'en as fait deux, enfin je veux dire à un moment donné, ouvre les yeux quoi, comment tu peux regretter d'être mère alors que t'as fait deux enfants? Et en fait, moi ce que je trouve super fort, c'est que ce livre il m'a permis de comprendre que, en fait, c'est pas vraiment du regret maternel que je vis, parce que à la grosse différence d'Astrid qui a écrit ce livre, Astrid dans son livre elle répète que, évidemment elle peut pas s'imaginer sans son fils, puisque son fils est là, donc on peut pas imaginer une vie sans nos enfants, une fois qu'on les a eus. Mais Astrid dit, si c'était à refaire, je ne le ferais pas. Je n'aurais pas d'enfant. Et moi, je me suis posé la question beaucoup et pour le coup, je sais que moi, si c'était à refaire, je le referais. Par contre, je le referais différemment. Mais je le referais parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis encore en plein dedans, mais je vois à quel point mes filles ont été un booster de travail sur moi. Alors clairement, ça se fait pas sans douleur. C'est aussi pas du tout terminé. Mais je vois, grâce à elles, tout ce que je suis allée déterrer de mon enfance et de mon adolescence, tout ce que je viens guérir, tout ce que je viens apaiser, tout ce que je viens accepter aussi de qui je suis et de fait que bah ouais, je peux pas être parfaite et ouais, ça arrive de crier, mais en fait, c'est une partie de moi que j'ai juste besoin d'accepter. Et je me rends compte qu'en premier lieu, ces injonctions, elles sont intégrées et que maintenant mon rôle, c'est de venir un peu les détricoter pour savoir ce que je veux garder, pas garder. Et et sans mes filles, j'aurais jamais fait tout ce travail. Et sans mes filles, je serais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui, pardon. Et c'est d'ailleurs un peu ça a été un peu une motivation à créer ce podcast de dire, en fait, j'ai envie de partager la vraie vie des mères, pas les mères qu'on voit sur Instagram, qui sont toujours comme il faut. Euh, j'ai envie de partager le quotidien des mères qui galèrent, qui sont pleines de contradictions, qui doutent, mais en fait qui vraiment aiment leurs enfants plus que tout et qui font du mieux qu'elles peuvent. Et ça me fait penser que ce matin, j'ai échangé avec une copine qui est une maman de deux filles aussi, on a des filles du même âge. Et on parlait du fait qu'elle a croisé à la crèche de sa fille une maman avec ses six enfants. Et qu'en fait, ce qui l'a marqué, c'est pas tant qu'elle avait six enfants, c'est que la maman, à chaque fois qu'elle la croise, elle est toujours ultra bien sapée, propre sur elle, le sourire et tout. Et elle me dit ça et j'explose de rire. Je dis, purée, moi, avec deux enfants, quand je dépose la dernière à la crèche, bah, j'ai toujours pas pris ma douche parce que clairement, pas le temps de prendre la douche avant de m'occuper, enfin, d'avoir déposé les filles. Je suis habillée, dégueu parce que j'ai attrapé le premier truc. Et d'ailleurs, à la crèche, ils doivent te demander ce que je fous parce que entre le matin et le soir, quand je dépose ma fille et quand je vais la rechercher, je suis jamais habillée de la même manière. Et ma copine avec qui je parle explose de rire, elle dit, ah, mais donc je suis pas toute seule à faire ça. Et ça m'a vraiment tilté de dire, mais purée, en fait, on est tellement nombreuses à galérer et à tâtonner, quoi. Et à se demander ce qu'on fout et à se dire qu'on aime nos enfants, mais purée, on en a ras-le-bol vivement le lundi matin. Et d'ailleurs, pour la petite blague, nous maintenant, avec mon conjoint, on fête plus le vendredi soir, on fête le dimanche soir. Parce qu'en fait, le dimanche soir, on a survécu au week-end. Et ça peut paraître hyper dur à entendre, mais en fait, c'est vrai. Enfin, c'est tellement dur de s'occuper d'enfants. Je crois que c'est vraiment, pour moi, le job le plus dur du monde. On a beau lire tous les bouquins, faire les 10 000 formations possibles, on sera jamais prêt en fait à élever nos enfants. Parce que les enfants ont ça de très fort que moi je pense que les enfants choisissent vraiment la famille dans laquelle ils viennent. Et ils choisissent pas au hasard, ils viennent là où il y a des trucs à faire quoi. Et donc moi je sais que mes filles elles sont venues parce que bah voilà, il y avait des sujets à bosser pour moi et que donc c'est challengeant et que des enfants de 1 et 3 ans ben c'est challengeant et que aussi j'ai envie de bien faire, mais qu'est-ce que c'est bien faire? Voilà un peu tous les questionnements. Et donc, c'était aussi un peu l'idée de partager cet épisode aujourd'hui, c'était de dire, bah ouais, c'est dur d'être parent, et je crois en fait qu'on a le droit parfois de regretter d'être parent.
parce que on n'est jamais prêt et parce que c'est un choix hyper fort en fait. Et ce que j'aime bien dans le la page Instagram d'Astrid, c'est que elle partage souvent des témoignages, soit de mères qui vivent la même chose, soit de femmes qui disent merci parce que grâce à toi, je vais me poser les bonnes questions avant d'avoir des enfants. Et si je veux des enfants. Et moi, je me suis rendu compte comme ça qu'en fait, dans les injonctions intégrées, je n'avais jamais questionné mon envie d'avoir des enfants. Et pourtant, j'en ai eu deux. Dans le sens, c'était tellement intégré dans mes cellules. Je suis une femme, donc je vais rencontrer un homme, et puis je vais me marier, et puis je vais avoir des enfants, que j'ai pas vraiment remis ça en cause. Alors en l'occurrence, je suis pas mariée. Youfou, une petite folie dans le schéma traditionnel. Mais vraiment, je me rends compte qu'en fait, cette idée d'avoir des enfants, c'est aujourd'hui que je la questionne. Alors certes, c'est un peu tard, elles sont là. Et encore une fois, je ne regrette pas du tout qu'elles soient là. Enfin, vraiment, c'est l'impression de devoir me justifier, mais vraiment, aucun regret qu'elles soient là. Et je suis trop contente de les avoir et je passe des super moments avec elles et je les aime plus que tout. Mais il y a vraiment des moments où je me dis, mais pourquoi on a fait ça, quoi? C'est tellement difficile. Voilà, donc je voulais en parler aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est pas super simple d'avoir des témoignages à cœur ouvert de femmes qui partagent ça. Je sais que la raison, c'est que c'est encore très tabou, parce que ben, malheureusement, encore une fois, hein, la société dans laquelle on est veut que ben, t'es une femme, donc tu seras épanouie en ayant des enfants, et en plus, quand tu auras des enfants, interdit de te plaindre, puisque bah, tu es une femme et que ton rôle, c'est d'avoir des enfants. Et d'ailleurs, dans le bouquin, elle partage un, une phrase qui m'a vraiment, enfin deux phrases qui m'ont vraiment marqué, je vais vous les lire. Elle dit, sur l'échelle des tabous sociaux, le regret d'être mère est à peine en dessous de l'infanticide, alors que ce n'est pas un crime et que ce sentiment, avec la culpabilité qui l'accompagne, n'est sans doute pas si rare. Ces femmes qui ressentent ce regret et qui n'ont pas choisi de le ressentir sont considérées comme des monstres parce qu'elles ne remplissent pas le rôle de mère comme la société le voudrait, avec joie, enthousiasme et abnégation sans faille. Et donc j'ai envie de dire à ces femmes qui écoutent, vous qui écoutez, si ça vous parle, déjà, n'hésitez pas à aller voir ce compte, Le Regret Maternel. Peut-être qu'il y a des choses qui vous aideront. À vous procurer le bouquin aussi, il est vraiment chouette. Euh, le message que j'ai envie de passer, c'est de dire non, vous n'êtes pas un monstre. Non, vous n'êtes pas seul. Et en fait, je crois que dans les choses à déconstruire, ou plutôt à construire, c'est quand on vit ça de se poser la question, en fait, quelle mère j'ai envie d'être? Question pas du tout simple, hein. Enfin, moi, personnellement, je construis la réponse tous les jours. Mais faire table rase de tout ce qu'on a intégré et de se dire, OK, en fait, quelle mère j'ai envie d'être et pas dans un monde idéal parfait où on a plein de gens pour nous épauler, où nos enfants sont des anges qui obéissent à tout et qui sont formidables tout le temps, qui n'ont jamais de tempête émotionnelle, etc. Non, non, dans la vraie vie, avec nos galères, avec nos contraintes horaires, avec nos contraintes de job, avec nos contraintes financières, avec nos contraintes affectives, avec nos contraintes émotionnelles, quelle mère j'ai envie d'être et quelle mère je peux être. Et en partant de là, euh, je trouve que ça permet déjà de mettre un peu plus de réalité et de se rendre compte qu'en fait, bah, on est déjà un peu cette mère-là finalement. Et que c'est juste que bah oui, en fait, on a peut-être mis la barre un peu haute parce qu'en fait, on a mis enfin moi en tout cas, je sais que j'avais mis la barre super haute en me disant, ok, j'ai envie d'être une mère qui fait ça, 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 ça. Non, mais en fait, déjà, j'ai que 24 heures dans ma journée et en dormant 5 heures par nuit depuis 3 ans, je suis pas sûre que ce soit faisable. Donc revoyons en fait l'échelle de valeur. Et rien que ça permet bah, de redescendre ses aspirations et donc de s'éviter un peu de frustration puisqu'en fait on atteint un peu plus facilement nos objectifs. Sans dire oh bah c'est bon vas-y je vais les coller devant la télé toute la journée, je vais sortir tous les soirs et puis elles se démerdent pour manger. Je parle pas de descendre à ce niveau-là, mais en fait de vraiment juste se dire qu'est-ce qui est possible dans ma configuration familiale actuelle et qu'est-ce qui me convient, sans se détachant du regard des autres. Petit exercice que je vous propose. Voilà. Euh, Je sais pas trop si je vous ai dit tout ce que je voulais dire. Je pense que oui, c'était un peu fouillis, mais j'espère que ça vous aidera. Je serais curieuse de savoir si cet épisode vous parle, s'il y a des choses que vous avez ressenties. Euh,
moi, je crois qu'aujourd'hui, avec, j'allais dire 3 ans de recul. Non, c'est pas vrai. Ma fille, elle a 3 ans, mais la deuxième, elle a 1 an. Donc, avec 1 an de recul, en réalité, quelques mois de thérapie. Euh, je crois qu'en fait, moi, ce que je vis, donc, comme je disais, c'est pas du regret maternel, au-delà de tout le travail que je fais pour déconstruire tout ce que j'avais intégré. C'est plus que j'adore être mère, mais je déteste être mère de nourrisson, ça c'est clair. Et par exemple, à ma fille qui a 3 ans, même si c'est super dur de gérer les tempêtes émotionnelles, euh, clairement difficile parce que je vis la même chose en fait, et que moi j'ai jamais appris à les traverser, donc j'apprends en même temps qu'elle. Mais la relation qu'on a, je trouve ça magique. Et ça me fait dire que vraiment, si c'était à refaire, je le referais parce que mon Dieu, la relation avec ma fille, c'est génial, même si c'est super difficile. Et c'est pour ça que ça, enfin voilà, si vous êtes en pleine crise de regret maternel avec un tout petit bébé, ben plus le temps passe et plus ça peut s'apaiser ou pas. Hein. Dans son livre, Astrid, elle partage des témoignages de mères qui ont des ados aujourd'hui et qui disent encore qu'elles regrettent d'avoir des enfants. Voilà, c'est comme ça arrive, on fait comme on peut. Mais en tout cas, moi je trouve, en tout cas dans mon cas, ouais, ça s'apaise avec le temps. Et chaque journée qui passe, je fais l'effort de me coucher en me disant qu'est-ce que j'ai trouvé génial avec mes enfants aujourd'hui. Et il y a toujours des trucs. En fait, il y a toujours des trucs. Voilà. Donc j'espère que ça vous aidera. Venez me dire si ça vous a apporté quelque chose. Partagez l'épisode si vous pensez que ça peut aider d'autres femmes. Parce que c'est un sujet qui est vraiment encore tellement tabou et pourtant qui mérite tellement qu'on lui accorde de la place et de l'importance. Euh, je pense que ouais, c'est un sujet qui devrait être abordé en fait tellement ouvertement. Voilà. Et si vous le vivez ou que vous l'avez vécu et que vous voulez témoigner, je serais hyper contente de vous tendre mon micro pour partager votre histoire. Parce que je pense qu'il y a autant de formes de regret qu'il y a de femmes, et de mères en tout cas, qui vivent ce regret. Donc vraiment, voilà, mon micro est allumé pour vous. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux. J'y répondrai avec plaisir. Et puis venez me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Et ben, c'était un épisode tout à fait improvisé et tout à fait ouvert et plein de vulnérabilité. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye bye! J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.